Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole et bienvenue à notre nouvel épisode avec Inomalt. Inomalt, une compagnie québécoise qui font du malt d'exception, un malt même pour le monde ici du Québec et d'ailleurs, bien sûr. Et bien sûr, c'est le moment de vraiment dire on brasse des bières avec des produits québécois. So, inomalt.ca, si vous avez des questions, on laissera l'information partout sur notre site. Puis bien sûr, comme vous savez, on a une série d'entrevues avec Inomalt en collaboration avec eux autres, bien sûr, à travers l'année. So, allez regarder un peu ce qu'on fait sur notre site. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la gang de Opéra. Ça fait, bon, c'est pas la première fois que je fais une entrevue avec eux autres, mais ça fait la première fois que je parle avec Lionel Navarro. Lionel Navarro puis moi, on se parle par courriel. Pas mal, c'est ça. Puis des fois, quand on se pogne en chemin quelque part, lui envoie, mais si tu veux, c'est comme ça. La microbrasserie, c'est une maîtresse qui te garde très occupé, man. Whatever ce que tu sais. Puis le but de parler avec Lionel Navarro, qui est un des brasseurs d'Opéra, c'est vraiment comprendre un petit peu son travail avec le malt, son travail de brasseur, puis aussi comprendre un petit peu, tu sais, de l'importance de brasser avec du produit québécois. Puis bien sûr, dans pas long, il y a 10 ans que ça en vient, man, 10 ans à Souk. Écoute, moi j'ai été à Saguenay les voir, c'est du monde très généreux, du monde qui aime vraiment faire le party. Puis du monde qui sont très généreux. Vraiment, honnêtement, man, chaque fois que je parle avec eux autres, Opéra, c'est du monde que quand tu t'en vas là-bas, ils vont te donner même de la chemise si tu veux être là-bas, puis avec eux autres. Puis comme vous savez, Opéra, depuis 10 ans déjà, la brasserie a grossi tranquillement. Ils ont une grosse usine maintenant. Ils ont un beau restaurant qui est tout le temps plein. Puis bien sûr, c'est une brasserie que le monde, comme je dis, beaucoup de monde, c'est une brasserie de brasseurs. C'est même des geeks de brasseurs qui trippent sur cette brasserie-là. So, bien content de parler avec eux autres enfin. Ça fait depuis longtemps que je voulais faire ça. C'est Lionel, comment ça va? Ouais, écoute, ça va très bien, tranquillement. Là, on se remet une grosse soirée hier soir, là, fait que on se réveille doucement, puis on se remet au travail. Ben, excellent. Qu'est-ce que vous brassez ce jour-ci? Comment tu dis? Est-ce que vous brassez ce jour-ci de nouveau? Ben là, on a un petit projet qui va sortir la semaine prochaine, là, fait que je sais pas à quel point je peux spoiler l'affaire, là, mais on travaille sur des produits houblonnés là, qui vont sortir assez incessamment sous peu. Là, on va avoir un triptyque d'IPA. Je vais le lâcher. Là, on va avoir un triptyque d'IPA qui s'en vient bientôt. Ben, excellent, c'est bon ça. Écoute, ça fait 10 ans cette année, gros party qu'on fait avec vous autres, le kit. On s'en vient, comme on se parlait avant le podcast. On va descendre avec beaucoup de monde dans votre coin. Avant de comprendre un petit peu l'opéra, tout ça, mais que tu parles un petit peu de toi, tu sais, qu'est-ce que de brasseur que t'es, c'est quoi ton pédigree de brasserie? Bah écoute, moi dans le fond, je suis originaire de France, comme tu peux l'entendre. Je suis arrivé au Québec, ça fait une quinzaine d'années peut-être. Moi à l'origine, je suis arrivé ici plutôt pour des raisons académiques, pour l'école dans le fond. J'ai fait une maîtrise en écologie forestière, un doctorat en écologie aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et puis tranquillement pas vite, bah c'est ça. J'ai appris à brasser à la maison tranquillement avec les amis. Puis tu sais, le but d'avoir de la bière pas chère en bonne quantité comme tout le monde veut. Ça fait que ça a commencé comme ça. Puis la première expérience professionnelle, je dirais, ça va être en 2017 où je suis parti à Charlevoix. Mhm. On a décollé une microbrasserie distillerie qui s'appelle encore Menot. Donc à Clermont, proche de la Malbaie. Ça, c'était le fun. On a mis en place comme des recettes, toute la brasserie pilote, mettons, là, toute la partie un peu recherche et développement, tout ça. Là, c'est ça. Quand la brasserie a grossi un petit peu, bah, là, j'ai décidé de revenir au Saguenay. Parce que j'y avais passé quand même déjà une bonne dizaine d'années. Ça fait que puis ma blonde était ici. Fait que c'est ça. On s'est établi au lac Saint-Jean. Moi, j'habite à Saint-Gédéon, donc sur le bord du lac. Donc, évidemment, j'ai fait un petit passage par la micro du lac parce que c'est obligatoire. Très belle brasserie d'ailleurs. Puis c'est ça, un petit passage rapide parce qu'évidemment, eux autres avaient déjà un brasseur, tout ça. Fait que j'ai comblé un petit peu les trous pendant un petit moment jusqu'à trouver un job de brasseur établi, c'est-à-dire à l'Opéra à Jonquière. Donc là, c'est ça. Ça me fait un peu de route la journée, mais disons que la gagne ici est le fun, on tripe bien, et puis c'est ça.
s'amuse, on est créatif. Fait que moi, tant qu'on est créatif, là, ben moi, je suis heureux. Fait que c'est ça. Excellent, mais l'ampleur de l'opéra a grossi beaucoup. Vous avez grossi des petites arrivées, tu sais, une petite brasserie. Vous avez une grosse brasserie maintenant. C'est vraiment une belle brasserie quand je l'ai visité l'année passée. Puis ça se voit comme l'opéra a grossi malgré tous les défis qui existent. Tous les brasseries ont des défis dépendant de la grosseur, dépendant de plein d'affaires. Et vous autres, vous avez vraiment grossi une belle brasserie, tu sais. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'opéra, disons que ça arrive, quelle sorte de brasserie vous êtes? Quelle sorte de brasserie, tu sais, quand vous allez à part le côté, vous êtes très créatif dans ce que vous faites, vous êtes du monde qui aime ça, la collaboration, vous sortez beaucoup de collaborations d'une année. Quelle sorte de brasserie vous êtes? Ben, je te dirais que nous autres, ce serait plus aux gens de le dire, mais souvent, ce que j'entends dire de l'opéra, c'est une brasserie de punk, c'est une brasserie de pommes, une brasserie qui n'a pas peur de faire, tu sais, des bières un peu extrêmes. Il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas fait dans la bière. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait, heureusement, je veux dire, là, mais il y a beaucoup de choses qu'on a fait qui se font pas dans la bière. On a fait une bière au skateboard, on a fait des bières avec du bouillon de bœuf, on a fait. On est la brasserie qui expérimente beaucoup puis qui s'amuse beaucoup surtout. Je dirais, nous autres, si on s'amuse plus, ça ne sert plus à rien de rentrer au travail, on est là aller faire autre chose. Puis on s'entend que le métier de brasseur, c'est pas le métier le plus payant du monde non plus. Fait que nous autres, notre paye, c'est d'avoir du fun. Fait que souvent, c'est ça. On est vraiment reconnu pour la brasserie qui fait des niaiseries puis qui est un peu punk. C'est nous autres. Puis côté de ces dégustations, quoi sorte de bière, c'est le monde qui vous connaissent pas, à part le côté, c'est la philosophie de ça. Quelle sorte de bière qu'on peut dire, c'est notre flagship, c'est ça qu'il faut que tu boives quand tu vois, l'opéra, c'est beaucoup les bières fruitées. On a évidemment la série Pop Tarts, des bières sûres aux fruits. Qui est connue, dans laquelle, évidemment, on essaye aussi d'apporter la touche originale de l'opéra. Ça fait qu'on n'a pas juste des sours aux framboises. Mettons, on va avoir une sour au concombre. On fait une sour avec des citrons confits. On s'amuse un peu comme ça. Pour ce volet-là, tout ce qui est Pop-Tarts, puis évidemment, on fait aussi des sours un peu plus fortes. Donc, toute la gamme de Triso, Triso Grand-Maman, Triso Hardcore, Triso whatever. Là, on a fait toutes les déclinaisons de Triso possibles. Donc là, c'est vraiment de la sour, mais poussée à l'extrême. C'est-à-dire, on prend tous les curseurs, on les met dans le tapis. Donc, 11% d'alcool, ben acide, ben amer, ben fruité, ben tout. Là. Ça, c'est la philosophie de la Triso au bout. Et puis, évidemment, les bières houblonnées, parce qu'à un moment donné, l'opéra, c'est l'air du houblon. Là, fait que là, c'est là où on essaye en ce moment de se démarquer. Ça veut dire, les IPA, comme on fait à la mode tranquillement, donc toutes les New England, les Easy IPA, tout ça. Puis tranquillement, pas vite, j'aimerais ça qu'on arrive à diversifier ça vers tout le côté West Coast, tout ça qui revient à la mode tranquillement. Évidemment, c'est plus dur à convaincre parce que c'est ça, il y a une mode tellement forte avec les Easy que. Mais c'est ça, là, l'idée, c'est ça. Là, c'est ça qu'on fait avec les nouveaux produits là. Tu vois, on va développer une gamme un petit peu qui va du 2,5% d'alcool jusqu'au 8, 9, 10%. Donc, on va essayer d'élargir les choix pour les bières houblonnées. Là. Puis, c'est ça. On essaye. Après, depuis que moi, je suis là, je tiens beaucoup à ce que dans l'offre de produits de l'opéra, il y ait une gamme plutôt traditionnelle. Donc ça, c'est mon petit bébé à moi, on va dire. Là. Donc, on fait une Pilsner Tchèque, entre autres, qui est pas mal ma fierté depuis que je travaille là, disons. Et puis voilà, on la décline en bière noire avec l'Atmavé Pivot. On a tout en ce moment, je suis en train de boire une Keller Beer ambrée, tu vois, c'est collab avec Madawaska. Okay. C'est ça, on essaye aussi de prouver qu'on fait pas que des bières avec de la purée de fruits, puis des brownies, puis des skateboards. Là, on veut montrer qu'on est capable de faire de la bière traditionnelle là, aussi. Puis bien clean en plus, bien fait, tout ça en plus, avec tous les défauts qu'il faut bien travailler pour pas être sûr de bien la faire à l'arrière de ça, bien sûr. Oui, absolument. Dès qu'on parle d'une bière traditionnelle, on parle de règles à respecter, on parle de bien sourcer ses ingrédients, on parle de bières qui sont relativement simples au final, mais impossible de se cacher de n'importe quoi. Tu peux pas filtrer ça. C'est impossible. Exact. Est-ce que tu penses qu'un de ces jours, man, avant qu'on commence à parler de malt et de doublon, est-ce que tu penses qu'un de ces jours, tu vas faire un plat à boire? Est-ce que ça en vient chez vous, le RTD? Il y a beaucoup de brasseurs qui sont comme non. Mais des plats à boire, c'est à la vodka, ça fait comme ça. Non, c'est vraiment pas dans nos projets. Je te dirais que
moi, je suis un brasseur de bière. Là. Bon, le smoothie, on finit par me convaincre. Là. Fine, on fait du smoothie, là, mais ça ira pas jusqu'au cédulaire et ce genre de choses-là. Là. À un moment donné, on est des brasseurs de bière. Là. Je veux dire, je comprends que le marché est là. Je comprends qu'il y a du cash à faire là. Je comprends pourquoi certaines brasseries y vont. Et puis, je critique pas. Tu sais, chacun a un peu sa vision de son plan d'affaires. Là. Moi, en tout cas, c'est pas dans mes plans personnels. Je suis pas au niveau, mais je penserais pas que l'opéra s'en ligne maintenant. Enfin, je l'espère pas. C'est pas. Écoute, la beauté avec vous autres, c'est que vous travaillez beaucoup avec les produits locaux. Je sais que vous autres, c'est quelque chose qui vous donne ça le plus possible. Avec ouais, bah, tu sais, c'est sûr que c'est dans l'air du temps, là. Et puis, de toute façon, je veux dire, on le voit avec tout ce qui se passe de l'autre bord de la frontière, tout ça. Je veux dire, si on veut être fort chez nous, bah, faut développer les fournisseurs d'ici. Il faut avoir un réseau fort ici. Puis ça, ben, ça se fait pas en achetant du malt et d'ailleurs, ou tu sais, ben, après, bon, on est obligé de le faire un peu. Hein, tu sais, au Québec, on a des beaux produits, et puis il faut s'en servir, mais il y a des choses qui se font ailleurs, qui se font pas encore ici. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut faire des compromis aussi. Donc, on est un peu dans cette philosophie-là. Je te dirais le maximum local, et puis sans compromettre ni la qualité, ni la capacité d'utiliser un ingrédient si on a envie. Quoi. Des fois, il y a des belles choses qui se font aux États-Unis, on ne veut pas s'en priver sous prétexte que c'est aux États-Unis. Non, c'est sûr. Écoute, moi aussi, je suis des fois bataillé pour des affaires que je fais, tout ça, aux États-Unis, il y a tout le temps. Il y a tout le temps des affaires là-bas qu'on ne peut pas avoir encore. Il y a des belles gens encore là-bas, malgré ce qui se passe avec le Monsieur Orange. Exact. Il y a du bon monde, il y a des bons produits encore, il y a du très bon monde là-bas qui sont non, c'est ça. Puis, tu sais, la révolution brassicole, elle vient de là. Tu sais, je veux dire, on est influencé par eux autres, toutes les brasseries craft, tout ça. Bon, voilà, on est un peu la deuxième vague de ce qui se passe là-bas à chaque fois. Je veux dire, ça nous arrive à chaque fois chez nous, donc il faut vivre avec pareil. Et puis il faut pas aller tout le temps à contre-courant de ça. C'est important de mettre en valeur les produits québécois, les produits boréaux, tout ça. Mais c'est ça, faut pas oublier qu'à un moment donné, on est en Amérique du Nord, puis c'est ça. Une des affaires, tu sais, toi, est-ce que tu es plus un brasseur technique ou plus du gut? C'est-à-dire que ce que tu suis vraiment, comment tu fais pour développer tes bières, quand tu travailles tes bières, tout ça, est-ce que c'est plus dans tes guts ou plus dans, tu sais, dans... Moi, je suis pas mal un gars, j'ai tendance à brasser un peu au feeling. Ça veut dire, tu sais, souvent ici, ce qu'on me reproche, c'est de prendre assez peu de notes. Bon, ben, je prends pas de notes, mais ben, je prends des notes, c'est-à-dire, je prends les notes qui sont vitales, là, mais tu sais, je suis pas un gars. Pourtant, j'ai une formation scientifique, j'ai fait beaucoup de laboratoires, mais tu sais, moi, je considère que la bière, c'est un peu le croisement, si tu veux, entre l'art et la science. Mm-hmm. Alors, il faut pas oublier le côté artistique qui vient un petit peu, tu sais, avec le métier. Ça veut dire, il faut qu'il y ait un peu de feeling, il faut qu'il y ait un peu d'instinct aussi dans ce qu'on fait, là, parce que sinon, ça devient une recette de cuisine ben basique. Là. Fait que, c'est important d'avoir ce côté-là. Puis moi, c'est ce que j'aime. Là. Fait que, je fais un peu des deux. C'est vrai qu'il faut avoir des produits constants, donc il faut avoir bon, ben, c'est ça. Moi, la constance, tu vois, dans les produits, bon, je sais que c'est un gage de qualité. Maintenant, je trouve ça un peu dommage parce que bon, tu regardes, par exemple, dans le monde du vin, ben, tu sais, il y a des millésimes, c'est comme ça. Le raisin, bon, il y a un seul ingrédient, donc tu n'as pas le choix en même temps, mais le raisin change le goût d'une année sur l'autre. Bon, ben, le vin change le goût d'une année sur l'autre. Alors, moi, bien, on dirait qu'on tolère pas ça, mais tu sais, c'est pareil, les ingrédients sont vivants et il y a des années qui sont meilleures que d'autres, que ce soit pour le malt ou non, tout ça. Ça veut dire qu'il faut jouer avec ces composantes-là. Puis moi, chasser la constance en permanence, bon, moi, si la bière, elle est bonne, tu sais. Mais je pense que la constance, c'est vraiment plus que moi, quand je fais beaucoup de brasseurs, la constance, c'est quand tu fais des produits, c'est à gros volume, c'est comme des lagers comme ça. Mais moi, personnellement, je suis comme toi, moi, j'aime ça avoir des défauts, des fois, quand ils sont bien faits, bien sûr. C'est des bières en bouteille, des affaires comme ça. J'aime ça, moi aussi, un peu comme le vin, de savoir, c'est des petits défauts de la 1977, 1997, c'était comme ça. Et puis, toutes les brasseurs ont leur histoire, et puis voilà, c'est ça, ouais. Je te comprends dans les bouteilles, je comprends la cannelle, je comprends que le monde ne veut pas. Tu te dans une bouteille à, disons, 12, 15, 20 piastres, puis c'est tu parles, c'est souvent le travail du brasseur en soi. J'ai comme des Sir John's que j'ai pas bu depuis 2 ans, puis je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, puis c'est pas la même Sir John que j'ai bu il y a quelques longtemps, tu sais, puis il y a des bières comme ça, même les Blood Brothers ou la gang de Monkey, tout ça, mais au Québec. J'ai bu une fois une bière, en parlant de sur le voix, de presque 12 ans, et puis en bouteille. Ouais. Le début, c'était délicieux, man. Ouais.
Ça arrive que tout soit mauvais aussi, par exemple. Quand Il chantait d'avoir une bonne patch. C'est même la game. Ça dépend des styles de bière, ça dépend des conditions de garde, tout, mais oui, moi, ça m'est arrivé de goûter des bières qui avaient une quinzaine d'années qui étaient délicieuses, et puis inversement, j'ai goûté des bières qui avaient 2 ans qui étaient madérisées. Ça fait que, bon, je pense que c'est sûr que ce que tu retrouveras plus dans une bière qui est barriquée, qui est gardée longtemps, c'est les notes de fraîcheur, celles-là, tu les auras plus, mais ça peut se remplacer par toutes sortes de notes plus complexes d'ailleurs, qui sont fun aussi. Ouais. Nous autres, c'est sûr qu'on travaille, on fait des séries sur l'Inomalt, nous autres, puis le travail qu'on veut parler aux gens, c'est que souvent, le travail de malt, c'est comme le base, souvent, on dit que c'est le backbone de la microbrasserie, de la bière. C'est quand tu fais une bière, tout ça, c'est important de travailler le bon malt, tout ça. Souvent, c'est sûr qu'avant que vous travaillez avec Inomalt, vous travaillez avec d'autres malts, bien sûr, puis vous travaillez, puis faire le changement avec l'Inomalt. Souvent, on parle de ça, le côté, c'est comment on fait pour changer le backbone de la bière, ça. Vous autres, quand vous avez commencé à travailler avec votre malt de Magnat, comment on fait pour changer, puis comment on fait pour adapter vos recettes avec ça sans qu'on compromette votre goût, le travail que vous faites comme ça? Comment ça fonctionne? Ben, c'est sûr qu'il y a un travail à faire parce que le malt, bon, il y a des spécifications, évidemment, là, que ce soit en termes de pouvoir enzymatique, de quantité de sucre, tout ça, même d'humidité, tout ça. Fait qu'évidemment, tu changes de malterie, tu changes de produit, mais je te dirais que même au travers d'une malterie, tu changes de numéro de lot et puis tu changes de grain aussi. Là. C'est vrai que d'une année sur l'autre, comme on parlait tantôt de la constance, bon, ben c'est un petit peu une illusion, la constante, parce que le grain, il n'est pas constant, lui, il peut pas l'être. En fait, il l'est quand tu fais affaire avec des grandes malteries. Tu vas vendre avec Weyermann, bon, ben évidemment, Weyermann, tu n'auras pas le grain qui vient toujours du même champ, c'est-à-dire tu vas avoir du grain qui vient un peu partout en Allemagne, et puis bon, voilà, ils vont mixer ça pour essayer d'avoir un peu comme on fait avec le houblon d'ailleurs. Donc tu vas avoir des lots qui sont mixés pour avoir une espèce de constance comme ça d'une année sur l'autre, et puis éliminer l'impact du climat ou du terroir. Bon, dans notre cas, quand on est passé chez Inomalt, on n'a pas eu tant de travail à faire que ça parce que on n'a pas beaucoup de bières maltées, disons, où le malt prend beaucoup de place. Donc, c'était plus facile. Et puis, en même temps, on a beaucoup changé aussi de fournisseur pour les fruits, pour le houblon aussi. Fait que, je pense que ça aurait été un casse-tête d'essayer de reproduire ce qu'il y avait avant. Alors, on a juste embrassé ce qui se faisait maintenant. Et puis, il y a eu quelques ajustements, c'est sûr, sur les densités, le pH, tout ça. Mais c'est des ajustements mineurs. Là, je veux dire, en vrai, on n'a pas changé les recettes tant que ça. À un moment donné, moi, je pense que c'est ça. Ce qu'on veut, c'est le goût du malt québécois. On veut le mettre en valeur. Donc, moi, j'y vais comme ça. Mais bon, après, voilà, souvent, on fait des bières aux fruits. Donc, je veux dire, une bière à la framboise, à un moment donné, ça goûte la framboise. C'est ça. Mais ouais. Ça vous occupe, ça a été assez facile pour le travailler avec vous autres. Ça n'a pas été difficile. Je te dirais qu'on a changé plusieurs fois de fournisseur de malt. Pour ne pas le nommer, on s'est aussi affaire un petit peu avec une malterie qui a brûlé récemment. Ah ouais. Bon, qui porte bien son nom d'ailleurs. Mais c'est ça. Bon, il y a souvent, par contre, des petits détails par exemple, moi, dans les IPA, par exemple, j'aime ça avoir le grain le plus clair possible. J'aime ça avoir une couleur très, 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 très basse parce que quand on veut faire une IPA hazy, évidemment, une fois qu'elle va devenir trouble, ça va influencer la couleur. Et donc, tu veux pas, dans mon cas, moi, je veux vraiment pas avoir de couleur ou très peu de couleur pour aller chercher cette espèce de couleur opalescente qu'on appelle la couleur du pastis chez nous, là, mais en tout cas, une espèce de jaune opalescent un peu clair comme ça. Et ça, c'est ça, les malteries québécoises ont souvent des pilsners un petit peu plus. Il y a des clients qui arrivent en même temps. C'est correct, ouais. Je vais aller me cacher à un endroit plus silencieux, ce sera pas bien. Je pensais qu'à cette heure-là, on allait être tranquille. Oui, mais si vous êtes à Saguenay, à 9h30, on voit Saguenay déjà. Ouais. On va fermer cette porte-là. Voilà, tiens, je m'excuse pour ça. Ah oui. Alors, bon, comment tu dis? On va même pas couper ça, on va le garder parce qu'on aime ça. Écoute, c'est l'ambiance, hein, et les gens y arrivent. Hein. Ben, je voulais pas être brûlé parce qu'à côté de boire une bière, là, je voulais faire semblant, il est 4-5 heures, tu sais, vendredi après-midi, on a fini de travailler, mais les gens savent pas qu'il est 9h30, quoi.
Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Il y a des produits qu'on va trouver ailleurs, souvent un petit peu plus clairs comme ça. Il y a des détails. Mais après, l'avantage de travailler avec des malteries québécoises, c'est que tu peux parler à ta malterie. Tu peux aider à développer le produit. Tu peux demander. En fait, tu sais, moi, je peux pas appeler Weirman et dire, OK, regarde ton grain, j'aimerais ça qu'il soit plus comme ci ou comme ça. Que Inomalt ou Mancola Flamme, ben là, je peux parler à la personne qui s'occupe de ça. Puis, tu sais, si on est plusieurs, ben, éventuellement, on peut faire des maltes en collaboration avec eux autres. Et ça, c'est très, très cool. Mais c'est ça la beauté d'avoir quelque chose à côté, ça change beaucoup. Tu sais. Est-ce qu'il y a des bières qui s'en viennent avec vous autres, que ça vous tenterait de changer le malt? Est-ce qu'il y a des bières qui s'en viennent, que j'aimerais peut-être essayer une nouveauté, quelque chose qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent? Je sais que je commence à lire beaucoup en plus des nouvelles sorties de IPA Weir qui s'en viennent d'Europe de plus en plus. Est-ce qu'il y a des bières qui s'en viennent pour vous autres qui vous aimeriez comme pousser, qui n'existent pas pour l'instant, le grain est possible pour ça? Ben, ouais, on a des projets. Au niveau du malt, moins. Là, on va explorer des choses un peu funky prochainement. La semaine prochaine, entre autres, on va faire une bière boulangère. OK. Faire une bière avec du pain. Puis l'objectif, ça va être de la faire fermenter entièrement avec un levain boulanger. OK. Pour avoir une période de garde en barrique de chêne, puis avoir quelque chose de funky, de wild comme ça. Probablement de breté. Donc, c'est des barils, évidemment, qui ont déjà connu les bières. Bon, c'est ça. On fait des expérimentations un petit peu comme ça. Le malt, moins pour l'instant. Ça va être le focus probablement plus à l'automne. Mais ouais, tu sais, pour faire des bières, soit pour l'anniversaire, soit des bières de garde, ou alors pour les fêtes, en fait. Okay. Des bières plus corpulentes, tout ça. Pour l'été, on y va vraiment avec de la IPA, des sour, des choses comme ça. Ça fait que, c'est ça. J'ai un feeling que vous avez jamais envoyé une bouteille. Tu sais, j'ai déjà vu en Argentine du monde qui avait lancé des bouteilles puis des tonneaux dans la mer. Ouais. Il y a des gens qui font. On fait ça. Moi, de l'endroit où je viens à Nice, nous, on fait ça avec le vent. On met ça dans des amphores, là, puis avec des bouées, là, un peu comme l'histoire du fromage perdu du Saguenay. Là. C'est ça. Après, le vigneron en question pense que la houle, puis les marées, tout ça, ont un impact quelconque sur la vinyle. Bon, écoute. J'ai goûté plusieurs fois des clients habitués là, qui sont brasseurs maison, là, qui me ramènent des expérimentations eux autres. Puis il y en a plusieurs qui ont fait ça, là, mettre de la bière dans le fjord là, pendant 6 mois là, après un ballon. De là à dire que ça a un impact sur le goût, je ne sais pas, mais. Écoute, j'étais dans les Pays Basques, voir mes amis, le côté espagnol, au Scali. Ils avaient fait des bières noires dans l'eau. Bon, je sais pas, peut-être, j'ai pas assez à développer mon goût de ça, c'était bon. En vrai, moi, je pense que la bière, c'est beaucoup une question de folklore en général. Si tu regardes les styles de bière, il y a beaucoup de styles qui sont quand même très proches, dont la différence, c'est juste un peu leur histoire, leur folklore, leur origine. C'est important d'avoir comme ça du décorum avec tout ça. C'est le fun de mettre une bière dans le fjord puis de la laisser là 1 an et demi, de la ressortir, la repêcher. C'est le fun quand tu apportes ça à la table, tu te dis, bon, cette bière-là a une histoire. Ça fait que je pense que ça fait partie de la recette au final. Est-ce que ça influence le goût? Non. Est-ce que ça influence le plaisir de la dégustation? Assurément. Fait que, à la fin, c'est ça qu'on veut. Fait que, le goût, c'est pas le seul marqueur qui va influencer ta dégustation. Donc, c'est ça, là, la mémoire, l'imagination, évidemment, l'odorat, le toucher, tout ça. Bon, tu connais, quoi, mais je pense que c'est quand même important d'avoir. C'est tout un lifestyle de ça, là. C'est toute une histoire de ça, c'est sûr. Mais c'est pas, tu sais, toi, quand tu fais de la bière, il y a le grain qui, bien sûr, qui vient d'Inomad, mais aussi il y a du blond qui vient d'ailleurs. C'est tout chacun, c'est une histoire différente. Ton eau aussi différente. La façon que vous travaillez entre vous autres, tout le kit, c'est une grosse histoire. En dehors du malt, tout ça, comment ça va l'industrie par chez vous? Parce que, comme on parlait au début, il y a un peu de défi, tout ça. Vous avez beaucoup de brassées par chez vous, beaucoup pour un coin chez vous, parce que on peut dire qu'on aime ça boire dans votre coin. Vous avez des belles distilleries dans votre coin aussi, tu sais. Comment ça va par chez vous et comment vous voyez l'avenir dans pas long, tu sais? Il y a des gains, il y a des pertes, il y a des gains, des pertes. Vous avez comme eu 3 brasseries, je pense que vous avez fermé dans votre coin, mais ça, c'est notre histoire. Mais vous, comment vous voyez ça,
ça comme, pas comme en entreprise, mais aussi comme brasseur, comment tu vois ça à long terme, l'industrie brassicole? Ben, moi, je pense que l'industrie est en train de changer. Et puis, je pense que ça va prendre aux joueurs de cette industrie-là beaucoup de temps pour s'adapter. Ça veut dire que, tu sais, je pense que, ben là, évidemment, ceux qui ne s'adaptent pas vont fermer, on s'entend. C'est déjà commencé à niveau. Mais c'est pas forcément les petites brasseries qui se gèrent mal qui vont fermer. Tu vois, on le voit en ce moment, ce qui se passe avec Pete Caribou. Tu sais. Il ne s'agit pas d'être petit pour être fragile. Tu sais. Je pense qu'au contraire, on a tendance à vouloir grossir pour prendre plus de place sur les tablettes pour assurer les revenus, pour payer l'équipement. Tu vois, comme nous, on vient d'avoir un gros investissement avec l'usine, évidemment. Ça a tendance à te mettre un peu les menottes, là, parce que il faut la rembourser, l'usine. Là, tu n'as comme pas le choix de produire de la canette, d'envahir les marchés, de trouver des places sur les tablettes, de te battre pour ça, puis de faire des deals, puis tout. Moi, je pense que ça fragilise un peu l'industrie parce qu'évidemment, les tablettes sont limitées et tout le monde se bat pour la même chose. Alors que, ce qui est plus solide, moi, je pense les brasseries qui seront les plus solides à la fin, c'est celles qui vont être les brewpubs, celles qui apportent quelque chose d'autre, celles qui apportent une expérience. On parlait tantôt de l'espace public qui ouvre une salle de spectacle, mettons. Il faut apporter aux clients une expérience de plus que juste une canette sur les tablettes. Je pense qu'il y a 10 ans, les nouvelles canettes sur les tablettes, tout le monde cherchait ça. Maintenant, il y en a tellement des nouveautés. C'est un marché de nouveautés. Ah ouais. Les gens sont plus excités de voir une nouvelle bière parce qu'en fait, s'ils n'en voient pas une, ils nous envoient 50. T'sais. Ça fait que ça suffit plus de faire une nouvelle bière pour vendre de la bière. Fait que maintenant, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est retrouver quelque chose de plus authentique, une expérience. Il faut que chaque brasserie ait sa couleur, puis ceux qui essayent de rester dans le gris un peu, s'adapter un peu partout, ben là, c'est ça. Il faut pas oublier sa personnalité en tant qu'entreprise, je pense. Et puis, c'est sûr que je pense qu'un modèle local de brewpub, c'est plus solide qu'une usine de distribution en 2025, parce que voilà, malgré que même nous autres, tu vois, on fait une usine parce qu'à un moment donné, voilà, on veut progresser, on veut grossir. Est-ce que c'est risqué? Oui. Est-ce que ça va bien se passer? L'entreprise, c'est l'entrepreneuriat, c'est tout le temps difficile. Puis toi, tu vois comment ça, toi, le brasseur dans 5 ans? Ça, c'est une question weird, justement, parce que, tu sais, moi, comme nous autres, quand il y a 10 ans, ça fait 10 ans, pas long qu'on court la microbrasserie, tout ça, on voit les changements des brasseurs. Beaucoup de brasseurs me disent que de plus en plus, le monde est très technique, les jeunes sont très nerds à checker toutes les affaires qu'on ne pouvait pas il y a 10 ans. Tu sais, le monde ne savait pas, mais avant ça, on ne pouvait pas checker. On n'avait pas toutes ces informations en ligne. T'sais. Maintenant, on peut faire ça. Toi, comment tu vois le brasseur dans 5 ans? Où est-ce qu'il s'en va? Comment il doit changer de la façon qu'il devient? Ben, c'est sûr qu'il va falloir être créatif. Là. Je veux dire, tu peux plus faire juste de la bière de soif ou juste de l'IPA. Mettons, l'IPA, ça se vend bien, là, mais si tu fais pas d'IPA, ça va être compliqué. Mais mettons que tu peux pas faire que de l'IPA. Je comprends que c'est à la mode et que cette mode-là est ça. Là. Puis, moi, j'ai beaucoup de clients qui commencent à me dire, regarde, je suis écœuré de boire des IPA sucrés. Là, puis, surtout au niveau des brasseurs, là, pour parler avec beaucoup de brasseurs, là, le monde sont écœurés de brasser ça. Fait que je pense que, mais en même temps, ça se vend. Ça fait que, moi, des fois, je vois sur Capsule des gens qui disent, c'est encore toujours les mêmes bières. Mais arrêtez de les acheter pour arrêter de les faire. C'est parce que, quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue. Fait il faut que tu sois créatif. Il faut que tu trouves un peu le prochain trend. Sauf que le problème, c'est que le trend, c'est toujours l'IPA en ce moment. On attend encore le moment magique où les lagers vont enfin prendre le dessus. Là, mais... Oh my God! Ça va être difficile, cette affaire-là. Tu sais. Quand les montants et la batte, ils en font, mais ça va être difficile qu'ils apprennent mais ouais, non, c'est ça. Dès qu'on va pouvoir... Moi, je pense que le client lui-même, il prend de l'expérience en tant que client aussi. Ça veut dire que son palais se développe, il devient de plus en plus fin et puis il va de plus en plus apprécier des choses qui sont subtiles. C'est sûr qu'au début, au début, c'était la course au IBU. Après ça, ça fait toujours plus de goût, toujours plus de houblon. Maintenant, c'est les dry-up, double dry-up. Combien de grammes par litre t'as mis dans ton dry-up? Est-ce que t'as mis le nouveau fantasme plus hyper boost, machin truc? C'est encore une course à plus de goût. Moi, j'ai hâte du moment où les clients vont chercher la subtilité, l'équilibre, tout ça dans la bière. Et là, on va pouvoir s'amuser à faire des styles qui existent quasiment plus au Québec. Là. Je veux dire, cherche une Doppelbock au Québec, là, tu vas chercher longtemps. Fait que,
C'est ça. Il y a tellement de styles qui sont sous-exploités qu'on ne connaît plus parce que le marché est pris par. Et puis, on est aussi coupable que les autres. Hein. Je viens de te dire qu'on fait de l'IPA puis de la bière aux fruits. Donc, et tu vas au dépanneur, il y a la moitié du dépanneur, c'est de l'IPA, l'autre moitié, c'est des bières aux fruits. Quoi. Puis, il y a quelques brasseries qui résistent à essayer de faire des petits produits plus nichés. Bon. Moi, j'espère que dans 5 ans, on va être capable de faire des bières plus subtiles, plus traditionnelles, plus légères, qui ne soient pas la course à plus de plus. Mais c'est là où j'espère être dans 5 ans. Maintenant, on ne peut pas y aller tout seul. Ça prend les clients avec nous parce que c'est l'éducation tout le temps. C'est le monde qui s'en vient là-dedans, tout le kit. C'est la beauté, vous autres, vous avez un bon restaurant qui fonctionne bien. Je pense que c'est la meilleure façon tranquillement d'amener le monde là-bas. C'est le restaurant. Comme tu dis, avec toutes les canettes qui sont dans le dépanneur, tout ça, c'est difficile d'avoir du monde là-dedans. Mais un restaurant comme vous autres, vous avez le temps de mélanger le bouffe, tout le kit, blablabla, puis travailler là-dessus. Parce que c'est une façon d'amener le monde à quelque chose de différent comme ça. Oui, c'est ça. Nous, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, nous autres, avec Glad, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est quand même expert de tout ce qui est accord, mets et bière. Alors, évidemment, ça, c'est un volet que j'aimerais bien qu'on développe dans les 5 prochaines années parce qu'on a l'expertise là-dessus, on a le restaurant, là, on a la bière. Et je trouve qu'on n'en fait pas assez de ce côté-là. Tu vois, je pense qu'au restaurant, on va essayer de pousser un peu plus pour mettre en valeur les accords. Mais c'est parce que je pense qu'effectivement, en passant par là, on éduque les gens, on éduque les palais, et puis on fait comprendre que tu n'es pas obligé d'avoir un pastry stout au cookie de je sais pas quoi pour avoir du goût. Là, bon, après, c'est intéressant aussi, c'est pas la question. Mais, écoute, Vlad, depuis quoi? Ça fait 3-4 ans c'est lui qui fait le repas pour la MBQ. Puis depuis 3-4 ans, man, les mélanges sont impressionnants, c'est tout le temps subtil. Je suis pas écœuré à la fin, quand je bois ça, c'est tout le temps. À chaque fois que je mange de la barre MBQ, j'envoie un courrier à Vlad, je dis bravo, cette année, ça a été notre bonne année. Tu sais, il fait la subtilité du plat, tout ça. La beauté que j'aime de lui, c'est qu'il y a pas, je m'écœure pas après de manger ça, puis boire ça. Comme je veux finir ma bière, je veux finir ma bouffe. Exact. Tu peux pas des goûts saturés, là, tu peux vouloir un goût saturé, mais pas que des goûts saturés. C'est ma beau de faire des stouts qui finissent à 28 plateaux, là, mais c'est ça, c'est dur à boire une canette au complet. Là, oui, ça se partage, oui, c'est bon, oui, ça se varie, oui, tout ça, mais un peu de finesse, un peu de légèreté, un peu de sécheresse, un peu de soif. Là, on a soif. Ben, à la fin, la bière, c'est pour étancher la soif. Là, ça pour ça. C'est pour ça qu'on la boit, pas qu'on l'aime seulement. Elle est vraiment bonne. Mais écoute, Lionel, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es un homme très occupé à faire ton 10e anniversaire, tes bières, t'es plein d'affaires, t'es tout le temps occupé. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Bien hâte de te voir cet été. On va aller en gang là-bas vous voir, aller boire, manger, puis manger beaucoup de légumes avant d'arriver chez vous pour être en santé. Parce que exact. Ça va ce qui va arriver. J'ai parlé avec Vlad un petit peu là-dessus aussi. On va manger beaucoup de légumes avant d'arriver là-bas. Ah, on va s'organiser, tu vas voir, on va vous organiser ça comme il faut. Ben, excellent. Ben, écoute, merci Lionel. Comme je dis, dans pas long, la Reine d'Opéra célèbre les 10 ans. Nous autres, on va être là-bas pour ça va être les 11 ans cette année. Les 10 ans, c'était l'année dernière. Ça va être la 11e année cette année. Tu sais que moi, cette année, je sais pas peut-être que c'est la boisson, mais moi, cette année, j'ai découvert que ça fait 15 ans qu'on existe. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, des fois, j'arrive plus à savoir même. J'ai parlé avec mon partner d'affaires, puis on se parlait, tu sais, ça fait 15 ans qu'on est comme, ah ouais, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça qu'on a fait quelque chose de vite, parce que dans ma tête à moi, c'est pas. Ouais, quand on a la tête dans le guidon, là, nous autres, l'anniversaire, c'est toujours au mois de juin, là, c'est parce qu'à chaque fois, on a la tête dans le guidon. C'est comme, OK, on peut faire de quoi, mais c'est parce que c'est ça, on est dans le jus. Ouais, mais vous autres, en plus, vous voyagez en France souvent avec, vous avez Malo, vous faites ça, vous occupez avec, en plus, cette année, les lauriers, vous êtes dans la catégorie, tout ça. Vous êtes très occupé, on a fait plein d'affaires, les nouvelles bières, tout ça. C'est, comme tu dis, moi, cette année, je savais pas, quelqu'un m'a dit que c'était 15 ans, puis c'est un lecteur qui m'a dit ça avec un gars, t'es sûr que c'est pas 14, pas 16? Ah, OK, c'est 15. Ouais. Peut-être c'est 17, je ne sais même pas. Ah, 15, tu n'as pas le choix de faire sa boule. OK, Lionel, merci beaucoup pour ton temps. J'ai bien hâte de vous voir cet été, les gars, comme je dis, 11e anniversaire. Puis, bien sûr, s'il y a des questions à tout le monde, envoyez-moi un courrier à leonardo@baronmac.com pour des questions. Et bien sûr, on vous laisse une information pour inomalt.ca si vous avez besoin de malt fait au Québec pour vos bières. Lionel, merci beaucoup pour ton temps. Merci Léo, c'était vraiment cool. N'hésitez pas à passer à l'Opéra, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous jaser. Take care, man. Salut là. Ciao.